La science CQFD, Natacha Triou. Leur film Mars Express, actuellement en salle, est un chant d'amour à la science-fiction. Un projet à la fois ambitieux et généreux. Jérémy Perrin et Laurent Sarfati sont déjà considérés comme les princes de l'animation à la française. Quelle vision de la SF défendent-ils ? Les deux Français avaient déjà fait leur preuve avec la série animée Last Man en 2016. Avec ce premier long métrage, on embarque pour Mars, en 2200, dans la capitale Noctis, une société dirigée par le technocapitalisme où humains, droïdes et robots cohabitent. Ce cyberpolar, riche en références, truffé d'inventions technologiques, se fait le miroir de nos sociétés. Une fiction basée sur nos connaissances scientifiques actuelles, du cyberpunk, mais pas tout à fait non plus. Mars Express, un film robot comme tout. Jérémy Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, scénariste et auteur. Et Laurent Sarfati, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste et auteur. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez également nous suivre sur X, anciennement Twitter, pour notre live tweet. Chaque jour, nous publions de nombreuses ressources pour compléter votre écoute. C'est maintenant @Science CQFD. Quels sont les principes esthétiques, narratifs et politiques de ce projet ? Quelles sont vos influences et comment un tel cinéma se fabrique-t-il ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais pour commencer, je vous propose d'en découvrir la bande-annonce. Chris Roy Jacker vous attend dans votre bureau. Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer? Ah oui, lui aussi mise à jour. C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing. Mode sobriété activé. Ouais, désactivation. Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun? Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement. J'ai essayé de l'éteindre. C'est pour ça que l'androïde se défend. Désactivation. Il enfreint la directive 1. On a localisé l'androïde. Vous voyez ça? Il s'est pas laissé faire, le gars. Eh, venez voir par ici! Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial? Qu'est-ce que Juncho a fait à ce robot? Sa fille soupçonnait June de se prostituer. Regarde ce que je vois en thermique. Vous avez des prostituées humaines? Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur? C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot. On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté. Écartez-vous! Missile! J'arrive, Aline! Et voilà la bande-annonce de votre premier long métrage, Jérémy Perrin, coécrit avec vous, Laurent Sarfati. Jérémy Perrin, vous dites dans une interview que Mars Express, c'est le film de science-fiction que vous auriez aimé voir. Bah c'est vrai, et maintenant je l'ai tellement vu que c'est plus du tout le film que j'ai envie de voir. C'est déjà, je suis passé de l'autre côté moi maintenant. En fait, c'est réel, c'est que Laurent et moi, quand on démarre l'écriture d'un film, quel qu'il soit, SF ou autre chose, on se dit qu'est-ce qu'on aurait envie de voir. Donc en rentrant le soir, quand on est dans des conditions de voir un film, etc. Voilà. Et nous, comme on est effectivement des fans de SF. Ça nous manquait un peu de voir de la science-fiction, d'une certaine science-fiction, celle un petit peu hard SF, celle un peu, comme vous le disiez, fondée plus sur des univers tangibles, disons, pragmatiques, avec une science au centre et qui n'est pas prise à la légère. Et finalement, donc ces films-là, ils sont assez peu nombreux, enfin il y en a quelques-uns qui sont des chefs-d'œuvre par ailleurs, mais on en avait fait le tour, on les avait vus 1000 fois et au fond on se disait mais faudrait en faire un nouveau et voilà. Et bon, comme je disais au tout début, finalement on a essayé de faire ça et en fait j'arrive plus du tout à juger de si ce film est valable ou non dans ce projet qu'on avait au départ, puisque je l'ai trop vu, j'ai la tête dedans tellement j'ai plus aucun recul. Laurent Sarfati, vous aussi, si vous avez voulu faire ce film, c'est parce qu'au départ, vous étiez frustré de cette dernière décennie de cinéma d'animation ?
Pourquoi cette frustration si... Alors, pas spécifiquement d'animation, et même plutôt moins d'animation que de live. Et, mais oui, en tant que fan de science-fiction, euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que de plus en plus, on utilise la science comme un prétexte magique. Et on dit, bah, c'est scientifique, donc voilà. Et puis, les gens se téléportent, enfin, on fait absolument n'importe quoi. On fait Star Wars, quoi. Et, et en scénario ou comme en réalisation d'ailleurs, il y a un jeu, et d'ailleurs dans toutes les fictions, il y a un jeu avec le lecteur ou le spectateur qui s'appelle la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire, c'est un pacte. euh, je vais vous raconter une histoire. Bon, bah, c'est pas vrai ce que je vais vous raconter, c'est des mensonges. Mais tout ça va être suffisamment crédible, ou en tout cas, l'histoire va avoir une telle logique que bah, vous allez me croire. C'est ça le deal. Et bah, le problème, c'est que moi, ma suspension d'incrédulité, elle fonctionne rarement avec les films récents. Enfin, récemment, par exemple, j'ai vu The Creator. J'ai entendu beaucoup de gens pester dessus. Bah oui, moi, ça m'énerve quand on fait des robots avec des trous dans la tête. Je comprends pas l'utilité de ce trou dans la tête. Ou ça m'énerve quand dans Star Wars, on explique que la force, c'est des bactéries dans les gens. Ça m'énerve. Voilà. Oui, parce que la suspension d'incrédulité, c'est une chose, c'est des règles du jeu Voilà. qu'on donne au départ. Moi, je suis pas contre les films de SF un peu plus merveilleux, un peu plus, comme tu disais, de fantasy comme les Star Wars, tout ça. Moi, il y a des épisodes que j'aime beaucoup. J'ai pas de problème avec ça. Mais vraiment, ce qui nous manquait, c'était cette SF un peu plus crédible scientifiquement, parce que voilà, il y avait beaucoup de cette science-fiction du merveilleux qui était présentée dans le paysage au moment où on s'est mis à écrire ce film, quoi. Vous dites que dans le paysage cinématographique, il y avait finalement de la science, de la science-fiction, mais un peu saupoudrée comme ça. C'est un prétexte. La science devient un prétexte. Et je pense que les films de super-héros ont fait beaucoup de mal aussi là-dessus. Parce que, encore une fois, moi, effectivement, j'ai rien contre la science qui penche vers la fantasy, mais on n'a plus que ça. Et effectivement, les histoires de super-héros, bah, la science, c'est quoi? C'est une araignée radioactive qui va faire que Spider-Man il devient un homme araignée. Bon. Après, voilà, c'est un sous-genre aussi de. Enfin, je sais même pas si on peut considérer que les super-héros, c'est un sous-genre de SF, peut-être d'une certaine manière. Mais voilà, c'est une catégorie particulière, effectivement, qui a un peu d'enrobage science-fictionnesque. Enfin, je veux dire, il y a des aliens, il y a des Oui, oui. robots, etc. Mais c'est aussi, les super-héros, c'est aussi une sorte de syncrétisme de beaucoup de choses. Je veux dire, il y a même des X-Men qui se passent, des volumes de BD qui se passent avec des trolls et des lutins et des Exactement, elfes ouais. et tout ça. Enfin, je veux dire, Oui, oui, oui. c'est de la pop culture, en fait. Voilà. Mais en fait, ce qui nous manquait, c'était des films comme Alien, comme Gattaca, Mm. voilà, des films de science-fiction qui se posent une question scientifique. Ces questions scientifiques que vous êtes posées tout du long de Mars Express, on va y venir, mais d'abord, pour un peu plus creuser sur votre vision de la SF, pourquoi on peut dire que Mars Express, c'est du cyberpunk, mais pas tout à fait non plus? Oui, c'est parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on ne s'est pas tant que ça dit on va faire du cyberpunk, en fait. Après, on peut être dépassé par ce qu'on écrit, l'intention, c'est une chose, et puis le résultat, on peut juger sur pièce et considérer que c'est du cyberpunk. Mais disons qu'on n'en prend pas tous les codes. Il y a quelques thématiques communes avec le cyberpunk, en effet, à savoir que sur Noctis, donc la ville où se situe le film, il n'y a plus de gouvernement, c'est les méga corporations qui ont pris le relais, la police est privatisée, etc. Et tout ça, c'est des thèmes, enfin la surexploitation des travailleurs et des individus par le capital, etc. Bon, et ça, c'est des sujets qui sont complètement dans le cyberpunk en réalité. Mais là où nous, on est un peu différent, je trouve, c'est que comment dire, on n'insiste pas tant que ça, c'est plus du décorum, et en plus, justement parlant du décor, on n'est pas dans une situation de ville extrêmement dense, polluée au dernier degré, où tous les habitants auraient des implants cybernétiques à foison. Nous, au contraire, c'est très clean, c'est très propre, c'est très Silicon Valley compatible, quoi. Et c'est plus ça, en fait, qu'on a essayé de portraitiser, même de caricaturer, c'est cette vision politique de la Silicon Valley, des milliardaires de la tech, et qui, d'une manière assez étrange, fantasme justement sur les avertissements du cyberpunk. C'est ça qui est étrange, c'est que le cyberpunk nous avertit, si on continue comme ça, voilà vers quoi on va arriver, à savoir voilà, un monde extrêmement pollué, dépolitisé au maximum, etc. Et eux, on a l'impression
l'impression qu'ils sont là en train de se dire « Eh, mais c'est génial ça !» Et donc on va le faire. Et donc ils font plein de références dans leur création, même à des œuvres. Enfin, je sais plus, mais il y avait même Google à une époque sortait un Android qui s'appelait, enfin Android, Ah bah, il y avait un s'appelait système qui s'appelait Nexus, Oui, mais voilà, ça, c'est comme dans Blade Runner, ouais, etc. Enfin, voilà. C'est vraiment, c'est un peu le monde à l'envers, quoi. Ils réalisent ce qui était plutôt demandé comme une mise en garde par ces œuvres-là, quoi. Bref. Oui, c'est ça. Noctis, c'est une ville très lumineuse qui ressemble à la Oui. Californie, mais finalement, on est plutôt dans une anti-utopie. Oui, c'est Jérémy qui adore parler d'anti-utopie. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que on écrit ensemble, Jérémy, vraiment à quatre mains, et on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et pour moi, Noctis, il y a quelque chose d'utopique dedans. Moi, je crois que j'aimerais bien y aller. Jérémy, c'est son enfer total. Bah, oui et non, non, mais en plus c'est fait exprès hein, que la ville ait l'air plutôt chatoyante, qu'elle ait l'air attractive. Je pense, si tu te mets dans la peau D'un riche. Moi, d'un j'aimerais bien être un riche à et de Noctis. cette population et de cet univers-là, ce que je me sens obligé de faire quand je travaille sur un film, c'est-à-dire je me projette toujours dans tous les personnages, quels qu'ils soient bons ou mauvais, etc. Et c'est pour ça que même dans le film, il n'y a pas vraiment de tant que ça de mauvais personnages. Je cherche toujours un peu à les racheter d'une certaine manière. Bref, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je racontais Interromps-moi, Laurent, tout de suite. Euh, Noctis, c'est l'utopie d'Elon Musk ou de Jeff Bezos. Et c'est un monde dans lequel, par exemple, quand on a peur de mourir, on peut souscrire à une assurance et puis faire un backup de son cerveau. Et puis après, quand on meurt, bah, on revient sous forme de robot. Ces Bon, robots qu'on appelle les sauvegardés, d'ailleurs. exactement, exactement. Bah, je crois que ça me plairait. Alors, ma conviction, c'est qu'en fait, les gens qui font ça, bah, ils sont morts pour de vrai, qu'il y a une sorte de réplique, une sorte de pantin artificiel qui n'est pas eux-mêmes. Mais je pense que ça me rassurait d'avoir quand même une sauvegarde quelque part dans un coffre. En tout cas, sur Noctis, d'abord sur Terre, puis ensuite sur Mars, on suit les aventures d'un duo de détectives privés, Aline Ruby et Carlos Rivera, un fameux droïde sauvegardé, un partenaire Android. Comment est née l'idée de mêler SF et polar, Jérémy Perrin? Mais, c'est un peu l'histoire des détectives privés du film. C'est également comment dire, un ressort qu'on a trouvé qui était aussi lié à un manquement de films noirs, quoi, de films de détectives privés. Réellement, pareil, au moment où on s'est lancé, on s'est dit, mais quel genre de film on aime bien et qu'on voit plus si souvent en ce moment. Et donc, voilà, moi j'aime beaucoup les films noirs. Et il se trouve qu'il y a plusieurs choses très pratiques avec ça. C'est que d'un côté, on avait vite des personnages. Au début, on n'avait qu'un seul de personnage. Et ça lui donnait. Enfin, un détective privé, il a une mission à accomplir au départ. Et donc, tout de suite, il y a un moteur qui s'engage. Il y a un événement déclencheur très simple. On vient le chercher, on lui donne une mission. Puis c'est parti. Il va crapahuter dans toute la ville pour trouver des indices, etc. Et c'est là où qu'intervient le deuxième intérêt de la figure du détective privé. C'est que généralement, c'est un personnage qui connaît très bien la ville où il habite et donc a cette facilité à circuler dans tous les milieux possibles, qu'on passe des bas-fonds à la haute société, dans les soirées mondaines, etc. Avec toujours un petit recul sur les événements, un cynisme, etc. Enfin, ça, c'est vraiment les figures archétypales. Et donc, ça nous semblait être le personnage idéal pour comment dire, emmener les spectateurs et les spectatrices dans ce monde qu'on avait plaisir à créer en réalité. C'est-à-dire que vraiment la SF pour nous c'était elle charriait avec elle toutes les thématiques qui nous intéressaient vraiment et en même temps le film noir, les détectives privés nous permettaient de nous balader dans ce monde pour comme ça le décrypter et le découvrir. Oui, alors les histoires de détectives, c'est vieux comme la science-fiction. Philippe K. Dick, Norman Spinrad, ou plus récemment William Gibson. C'est un moyen extrêmement agréable et pratique quand on veut raconter une histoire, parce qu'on a un personnage effectivement qui va visiter les bas-fonds comme les milieux des très riches. Donc c'est super, c'est vieux comme la SF. En tout cas, c'est quelque chose d'assez étonnant aussi pendant la vision de ce film, c'est que c'est un film de détective pour les héros, mais aussi pour les spectateurs. Enfin, tout n'est pas expliqué d'entrée de jeu à la première vision du film, Laurent Sarfé.
Sarfati? Ça a été le deal avec Jérémy dès qu'on a commencé à écrire. Il y a un truc vraiment qui nous agace énormément en tant que spectateur, c'est quand on nous explique des choses. Et particulièrement quand des personnages de l'histoire qui font des choses normalement tous les jours se mettent à expliquer quelque chose qu'ils connaissent parfaitement à des gens qui savent parfaitement ce qu'ils sont en train de faire, mais parce que il y a des spectateurs, donc il faut bien expliquer ce qu'on fait. Voilà, nous on n'explique pas. Du coup, c'est une histoire de détective. Les détectives galèrent à essayer de comprendre ce qui se passe, mais en même temps, le spectateur aussi, il a sa petite enquête à mener pour comprendre lui aussi ce qui est en train de se passer à l'écran. Oui, c'est un jeu de pistes à différents niveaux. Ouais, c'est ça. En fait, nos personnages, finalement, ils sont des guides idéaux pour les spectateurs et spectatrices pour visiter ce monde. Et en même temps, par contre, les spectateurs sont invisibles pour eux. Et donc, comment dire, on voulait pas non plus être dans ce point de vue exotique du futur, c'est-à-dire qu'on est vraiment collé à eux et à leur façon de voir ce monde. Et donc, il y a plein de choses qui pourraient paraître extraordinaires pour eux, enfin pour les spectateurs, pardon, c'est le contraire, mais qui ne le sont pas du tout pour eux parce que c'est leur quotidien. Et donc, il fallait que ça ait l'air le plus quotidien possible et que les spectateurs et spectatrices se sentent parfois peut-être un peu perdus, mais qu'en même temps, derrière nous, on essaye de les rattraper puisqu'on distille comme ça des indices visuels. Enfin, j'ai beaucoup essayé de travailler ça sur des indices visuels et sonores parfois pour expliquer progressivement tel ou tel gadget, comme par exemple les communications en pensée, qu'on balance comme ça. On met souvent des technos dans le film, comment dire, on met les spectateurs et spectatrices devant le fait accompli, quoi. Mais après quoi, on revoit l'utilisation de ces technologies sous un autre angle, avec par exemple une interface qu'on voit du point de vue d'Aline s'afficher devant ses yeux, et donc on comprend comment elle décroche, comment on est invité dans ces communications, comment on s'envoie des invitations, etc. Et donc il y a des parallèles aussi qui sont faits avec des technologies qu'on utilise aujourd'hui exprès pour aider à la compréhension, comme on pourrait penser que c'est du Discord ou une conversation Zoom, etc. Et voilà, c'est tous ces petits indices-là qu'on préfère placer de manière intuitive plutôt que de les expliquer par le dialogue, ce qui est la pire des choses à faire. Alors toutes ces technologies, justement, on peut les décortiquer ensemble. Ce long métrage dure 1h25. Entre le premier mot posé sur le papier du scénario et le mixage, l'étalonnage du film, il a fallu 5 ans et demi. Qu'est-ce qui a été le plus long, le plus difficile? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture, nous parlons de Mars Express, un film noir sur la planète rouge. On en parle avec les créateurs de ce premier long métrage, avec Jérémy Perrin et Laurent Sarfati. Le film est très beau, ça on l'a peut-être pas tout de suite dit. Le film est très beau, il y a une force esthétique évidente. Jérémy Perrin, est-ce que je peux vous demander de nous décrire votre technique d'animation? C'est de la 2D mélangée à de la 3D, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors moi, je viens vraiment de la culture animation 2D, c'est-à-dire du dessin classiquement, comme Bugs Bunny, quoi. On peut dire comme ça. Mais voilà, après, aujourd'hui, moi, j'adore m'intéresser aux nouvelles technologies, etc., essayer de mélanger les choses. Et puis surtout, toutes les techniques d'animation me semblent être comme autant d'outils du langage cinématographique. Donc moi, je suis très vite arrivé à l'idée que les robots du film allaient être en 3D. Pour ça, il y a plein de raisons invoquées pour faire ce choix. Et souvent, mes choix s'arrêtent au moment où se croisent à la fois des idées pragmatiques, esthétiques et de sens vis-à-vis du film. Et donc, je me suis dit, les humains allaient être dessinés par des humains. Donc, le rendu des personnages serait en 2D fait par des humains. Et les robots, qui sont des machines, vont être rendus par des machines. Donc, les robots ont été faits en 3D, au même titre que les voitures, les différents véhicules, etc. Pour donner ce côté manufacturé. Et en même temps, il y a déjà ce plaisir que la technique de rendu des robots, elle cherche à imiter le rendu 2D des humains, à savoir, donc on utilise une technique qu'on appelle le cel shading, qui est une manière d'avoir assez peu de texture finalement sur les personnages, sur les modélisations 3D, d'avoir beaucoup d'aplats, enfin voilà, et une ligne claire qui retrace les contours des personnages comme on l'a dans le reste du film pour les humains. Et à ça, on n'a encore pas tout dit parce que c'est encore plus précis que ça. C'est que ce qui compte, c'est la manière dont les personnages
se jugent et enfin comment dire se jugent, se perçoivent exactement, et comment ils perçoivent leur nature. C'est-à-dire que les robots en 3D sont en 3D parce qu'ils savent qu'ils sont des robots et ils l'assument comme tel et les humains, bon en 2D évidemment. Mais je dis ça parce qu'il y a un personnage, qui lui passe d'une technique à l'autre, selon, son arc dramatique et Et c'est ce fameux Carlos, voilà qui et est en c'est effet Carlos. mi-humain, Ouais, mi-droïde, on ne sait pas trop, c'est et ça. qui est en effet traité avec C'est ça, ces parce deux qu'il est dans méthodes. cette hésitation, sur sa propre nature et donc c'est une manière aussi technique et artistique de jouer ce jeu-là et de le révéler, extérieurement, en fait. Laurent Sarfati, en effet, Carlos, ce personnage-là, au début, il se sent plus humain que robot, mais ça va évoluer. Oui, Carlos, quand on réfléchissait vraiment au tout début à notre histoire, dès qu'on a trouvé le personnage de Carlos, on s'est dit, OK, on a le film. Parce que, en fait, le chemin qu'on a suivi, c'est on voulait que notre histoire de détective se passe sur Mars. Et on s'est posé la question, comment est-ce que les humains sont arrivés sur Mars? Et on s'est dit, OK, d'accord, donc ils utilisaient plein de robots pour travailler pour eux, puisque la surface de Mars, elle leur est pas accessible facilement. Et du coup, on s'est dit: «Mais du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces robots?» Il y a toujours plein de robots aujourd'hui et donc la problématique de la cybernétique, des intelligences artificielles et de la coexistence entre les humains et robots, on s'est dit: «Ça va peut-être être quelque chose d'important» et Carlos incarne ça. Donc à partir du moment où on avait ce personnage qui était justement entre 2, tout s'est écrit assez vite. Et puis on a un Mars qui est infesté de robots, Jérémy Perrin. Ouais, ouais, bien sûr, c'est ça, mais c'est comme le disait Laurent, ça nous est venu du fait que, on réfléchissait au bâtissement de cette ville et donc, ouais, il y en a partout, et souvent au second plan, effectivement, parce que bon, c'est une des thématiques du film, hein, c'est que, on fait comme s'ils étaient pas là ou là en même temps, on se sert d'eux, c'est un peu les esclaves des humains, enfin en tout cas ils sont au service des humains. Donc, effectivement, il y en a régulièrement qui se baladent dans les rues ou qui sont dans des coins et même, Carlos, hein, dans un 1er temps du film, il est souvent un peu mis sur le côté, à la marge, planqué derrière, des bouquets de fleurs, enfin il se trimballe une plante au début du film, donc, on voit moins son visage qu'Aline. Il y a plein de petites choses comme ça et puis la tendance s'inverse au fil du film, bon ça suit les thématiques effectivement et le sens du scénario. Et il y a donc des robots organiques, des robots plus classiques, ces fameux sauvegardés, droïdes avec des âmes humaines. On retrouve dans votre film les lois robotiques fondamentales d'Asimov. Si tu crois que je vais travailler pour vous, tu te fourres le doigt dans l'œil, mon lapin. Je crois que tu connais Lem. Son backup se souvient pas de toi. Lem, je te présente Carlos. C'est lui qui t'a tué la semaine dernière. Si je hurle, tu seras gentil de le jeter dans le compacteur? Ouais. Salut. Non mais sans deck. Robot déplombé, c'est baise et défonce toute la journée. Et vous en avez déjà vu un peindre des fresques ou construire un vaisseau spatial? Elle est pas trafiquée, ta vidéo? Non, je crois pas, pourquoi? C'est pas un déplombage qu'elle a fait. Un déplombage, faut ouvrir le capot, sortir le fer à souder, faire fondre les modules. Non, ça, c'est un takeover logiciel. Pendant des années, j'ai cherché à mettre au point un programme capable de faire ça, j'ai jamais réussi. Et c'est quoi la différence avec un déplombage? Avec un takeover, tu peux ordonner absolument tout ce que tu veux à une machine. Du coup, ça lui rend pas sa liberté. Mais si, ça peut. Tu peux ordonner à un robot d'effacer toutes ses directives et donc de reprendre sa liberté, t'imagines? Ce serait une méthode de déplombage quasi instantanée, faisable à distance et transmissible entre robots. Le Graal de tous les émancipateurs. D'accord. Ça dépend de l'ordre que tu injectes à un robot. C'est ça. Si avec un takeover, je t'ordonnais de zigouiller Aline, tu le ferais en étant persuadé que c'est une excellente idée. Ça veut dire qu'elle, là, simple étudiante, elle a réussi ce que vous avez jamais réussi à faire? Putain, ça me ferait mal. Non, c'est l'autre salaud là qui m'a tout piqué. Et il a un nom, l'autre, comme vous dites? Voilà, les robots du film, s'ils ne sont pas déplombés, sont contraints de respecter les 4 lois de la robotique selon Asimov. Et en prime, ils n'ont pas le droit de dire de gros mots. Non. J'ai lu qu'en fait, il y aurait 7 lois en tout pour votre film. Quelles sont les 2 autres lois que vous avez ajoutées? Bon, vas-y, je t'en Alors prie. la vérité, c'est que on ne sait pas exactement combien il y a de lois en fait. On entend qu'il y en a eu au moins 7. C'est ça le truc, c'est que effectivement Roberta, elle dit, je t'ordonne de me lâcher, directive 7 à l'adresse de Carlos qui la retient
voilà. Mais on n'a pas à compter. En fait, on s'est vraiment appuyé sur le corpus classique, effectivement, des La trois portée lois atteinte aux connues d'Asimov, humains. plus la loi zéro. Mais on s'est raconté des histoires. Après, ça s'est fait de manière aussi très organique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une scène qui a été virée du film, mais qui aurait pu faire le lieu d'une loi spécifique. C'est que Carlos jetait un détritus par terre et finalement faisait demi-tour, le ramasser et le jeter à la poubelle. Donc en fait, on s'est dit qu'il y avait des lois, les lois classiques, plus certainement beaucoup de lois morales en réalité, Ouais. comme les lois de pas dire de gros mots, mais des trucs un petit peu de greenwashing et de trucs un petit peu, comment dire, oui, certainement assez cyniques. Une directive écologique ajoutée Voilà. aux lois asimoviennes. Vous êtes demandé, en quelque sorte, quelles pourraient être les lois de la robotique du 23e siècle. Oui, oui, bien sûr. Et alors, ça nous semblait assez évident que, en fait, il serait totalement au service des humains. Donc, la première chose à faire, c'est suivre absolument à la lettre toutes les lois, être particulièrement poli et puis obéissant, quoi. C'est un peu ça le problème. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. C'était aussi calé sur comment ça s'appelle, je sais plus, dans les téléphones, enfin Siri, OK Google et tous ces trucs-là Oui. qui sont toujours très polis, Les qui vous assistants. voient, les Les assistants. agents Voilà. Et conversationnels, donc tout voilà, ça. c'était aussi un peu sur cet aspect-là qu'on se basait, sur cette manière de rendre très serviable, très poli, quoi qu'on leur réponde. Voilà, on peut les insulter, mais ils vont dire oui, merci, etc. Enfin, des trucs vraiment déshumanisants en réalité. On a beaucoup pensé, en fait, au départ, on pensait à l'esclavagisme et à la condition des Noirs aux États-Unis, par exemple. Et après, ça s'est élargi. On a pensé à beaucoup de minorités. Mais voilà, les robots dans notre monde, c'est une minorité qui est opprimée au point que, au lieu d'avoir des chaînes à l'extérieur de leur corps, ils ont des chaînes à l'intérieur de leur tête. C'est ça, que quand on regarde ces robots, on a l'impression de voir aussi toutes les personnes mises à la marge aujourd'hui, C'est ça. les LGBT, les racisés, les prolétaires. Ouais, c'est ça, complètement. Et il y a plein de petits indices comme ça le long du film pour l'indiquer. On a un robot qui change de voix et qui est qui change de genre, mais uniquement à travers la voix. Et que pour lui, ça lui Carlos pose aucun aussi. problème. Et Carlos, après son expérience avec ce robot-là, change d'identité également. Euh, alors, pour une question d'infiltration dans un commissariat, enfin bref. Mais on en profite pour placer aussi quand même des thématiques là-dessus. Et oui, oui. Les images de fin, c'est aussi des images de moments dramatiques de l'histoire, de peuples opprimés. Enfin, oui, on essaye de pas spoiler. Ouais, oui, c'est ça. Spoilons pas la fin, en effet. Mais finalement, ces robots, c'est toujours un peu des métaphores de nous-mêmes. Toujours, Question mais très naïve, mais... la science-fiction, c'est que ça. Ouais. Mais oui, enfin, du moment où on fait des histoires finalement pour des spectateurs et des spectatrices humaines, forcément on s'adresse à nos congénères. On peut pas. Moi, je serais très curieux de voir des histoires écrites par des robots pour des robots. Mais en attendant, nous, évidemment que tout n'est toujours que métaphore de nos propres conditions, des réflexions autour de notre propre nature, sujet qui aura jamais de fin. Et en l'occurrence. Oui, je pense que les robots, je crois, au tout départ, une des toutes premières questions qu'ont amené les robots, c'est celle du travail et de l'esclavagisme dans le travail. Mais très vite est arrivée derrière la question du libre arbitre et du déterminisme. Mais ces questions-là sont là pour nous interroger nous-mêmes sur notre propre déterminisme et notre propre libre arbitre. Mais entre ces projets de Jeff Bezos ou d'Elon Musk, de terraformer Mars que vous évoquiez, entre ces robots, miroirs de nous-mêmes, vous pensez qu'un auteur de science-fiction ne peut pas échapper à la critique de son temps ? Ah, c'est-à-dire que être critiqué ou critiquer Ah non, son temps? Non, non. critiquer notre époque. Non, non, Oui, oui, je on pense fait que que ça, oui. forcément. Alors, c'est pas seulement, je pense que c'est pas seulement les auteurs ou autrices de SF, hein, mais en l'occurrence la science-fiction, vu que on tire le fil comment dire, de l'évolution d'une potentielle société pour l'amener dans le futur, forcément, on en tire, on part de ce qu'on a aujourd'hui, et donc quelque part, nécessairement, qu'on le veuille ou pas, hein, même si on veut simplement être rigoureux, etc. Il y a forcément un angle, et on n'est pas objectif. Donc oui, je pense qu'on est nécessairement amené à critiquer son propre temps et le satiriser ou voilà.
Laurent Je pense, Sarfati. je pense même que ça sert à ça. C'est-à-dire que on va pousser un des paramètres de notre monde et on va le grossir et on va voir ce que ça donne. Et cet effet de loupe, oui, dans Mars Express, on se pose des questions plutôt qu'on se pose très fort en ce moment d'ailleurs. Et tu vois, même tu parlais de Star Wars, qui a priori, on pourrait se dire, mais ça n'a rien à voir, Mhm. c'est pas politique, etc. Parce que c'est même, en plus, c'est supposé être dans le passé, si vraiment on est en train de nerder, et non pas dans le futur. Mais même dans Star Wars, hein, les rebelles, c'était supposé être, enfin, ils ont été basés sur les Viet Cong pendant la guerre du Vietnam, et donc il y avait comme ça un Ouais, côté, l'aspect politique, ouais, bien sûr, ouais. oui, c'est vrai, c'est vrai. Autre effet de loupe qu'on n'a pas encore évoqué ensemble, c'est que bon, l'histoire de fond racontée dans le film, c'est celle de l'émancipation des robots. L'objectif des émancipateurs est de libérer toutes les IA des directives cybernétiques qui les ont asservies. Mais il y a aussi ce principe de libre arbitre, pardon, qui est toujours en fil rouge, pas seulement pour les personnages de robots, mais aussi pour les personnages humains dans le film. Bah oui, en fait, si on se pose très sincèrement les questions, est-ce que- est-ce qu'on est libre? Je pense que effectivement les robots sont programmés, mais ne le serions-nous pas par notre ADN, par notre culture, et voilà, on a été un peu formatés nous aussi. Jérémy Perrin. Bah oui, c'est ça, et c'est la raison pour laquelle dans le film, si on y prête attention, les humains, eux aussi, ont des, comment dire, des obligations ou ce qu'on a nous traduit aussi beaucoup par des addictions, notamment Aline avec l'alcool. Alors c'est vrai que c'est un truc classique de détective privé alcoolique et tout, mais elle, on montre qu'elle essaye de s'en sortir, mais que finalement c'est difficile, elle y retourne, elle essaye d'arrêter. Enfin bref, et donc il y a, voilà, le principe d'addiction est un élément très simple, mais qui illustre bien ce côté justement. Qu'on ne Déterministe. maîtrise pas tout et qu'on ne contrôle pas tout à fait ce qu'on fait, et que évidemment qu'il y a quand même une forme de déterminisme, d'autodétermination aussi chez les humains, mais en même temps on est aussi traversé par des comment dire, des obligations. Enfin, je sais pas, j'ai Comment- pas l'expression. Comment les humains sont finalement peut-être directives. autant programmés Ouais, que les c'est robots. ça. Alors quel est le contexte scientifique du film? Comment avez-vous développé toutes ces trouvailles technologiques? Eh bien écoutez, on répond à ces questions, mais pas avant d'avoir écouté un extrait de la bande originale du film Mars Express. I can show you a good time, and I can boogaloo. We can dance all night by the light of the moon. We'll make ourselves comfortable, and I'll show you my pool. Let it roll, baby. Let it roll. Baby blue, don't you die on me. I always loved you. I'm gonna miss you, I'll miss you, I'll
direct sur France Culture. Baby Blue de la bande originale du film Mars Express. Une bande originale signée Fred Avril et Philippe Monteil. Nous parlons de ce long métrage avec nos deux invités du jour, Jérémy Perrin, réalisateur, scénariste et auteur, et Laurent Sarfati, scénariste et auteur, et donc en l'occurrence co-scénariste de Mars Express. Nous avons parlé des liens entre la science-fiction et le polar dans votre film, de votre traitement de la robotique. Ce qu'il faut dire également, c'est que dès la première scène du film, on voit un chat cyborg au pelage lavable, on voit des fermes cérébrales, de la communication par télépathie. Le film est truffé d'inventions en tout genre, ce sera impossible d'être exhaustif, mais est-ce qu'on peut quand même décrire ensemble quelques-unes de ces trouvailles et de ces inventions futuristes ? Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on l'a dit au début de l'émission, ça a pris 5 ans et demi à faire ce film, et à force, nous, on s'est totalement habitués à tous ces objets et ces machins, même avec Michael Robert, hein, le directeur artistique, quand on réfléchissait à créer tous ces objets, parce qu'on n'était pas que deux à faire tout ça, il y avait encore toute une équipe. Mais bref, au bout d'un moment, on avait l'impression que c'était devenu notre monde commun aussi à nous. Et quand aujourd'hui j'entends des gens comme vous et comme plein de spectateurs et spectatrices dire oh, il y a tellement d'idées, tout ça, je suis là genre ah bon, j'ai l'impression qu'il y avait que 3. Et donc ça fait très plaisir, mais du coup j'ai même plus le réflexe de savoir qu'est-ce qui est de quel objet parler en particulier ou quoi. L'objet télépathique aussi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Le premier truc sur lequel on est tombé d'accord avec Jérémy, c'est que dans 200 ans, c'est fini les téléphones, il n'y a plus rien, il n'y a même plus d'ordinateur, on se connecte directement en pensée au cloud. Et du coup, on a été en contact avec une boîte de San Francisco qui travaille en ce moment même sur la communication télépathique et qui fabrique des interfaces pour communiquer télépathiquement. Donc on s'est fait une visio et puis il nous expliquait ah oui, ça arrive très très vite, même vous allez voir. Moi j'ai eu peur, je me suis dit mince, le film va sortir après que ça existe. Mais d'ailleurs, votre film, vous avez commencé à écrire votre film, ChatGPT n'existait pas encore ? Ah oui, alors ça, c'était une énorme surprise. Mais vraiment, moi qui suis à donf sur toutes les avancées technologiques, et particulièrement en informatique, j'ai été testeur de jeux vidéo pendant 10 ans. Moi, on est tous les deux des très très gros geeks. Ben, je pensais pas du tout voir aussi vite, même discuter avec une intelligence non humaine, avoir cette chance-là, je pensais pas voir ça avant longtemps. Jérémy Perrin ? Oui, alors moi je les ai pas non plus, je les ai pas encore essayés, ni ChatGPT, ni Midjourney, tout ça, les générateurs d'images, quoi. Mais c'est vrai que c'est arrivé vers la fin de la production. Aujourd'hui, beaucoup de questions en avant-première et même dans des interviews de savoir si on a utilisé des IA pour faire le film, et bah pas du tout en fait. La question serait peut-être posée effectivement si c'était arrivé plus tôt, mais c'est pas le cas. Non, on s'est fait rattraper et ça a été un peu une surprise effectivement. Et une chance. Et une chance, oui, parce que c'est vrai que maintenant, du coup, ça fait des sujets à discuter et on nous invite à la radio. Mais comme on disait, donc plein d'inventions pour ce film. Et puis d'ailleurs, il y a de très nombreux détails scientifiques au point qu'on les voit pas tout de suite au premier visionnage, pardon. Oui, alors je sais à quoi vous faites référence. Dans la première partie du film se passe sur Terre et c'est une poursuite entre deux martiennes. Et J'avais mis les pieds sur Terre. exactement. Et donc elles ne sont pas habituées à la gravité terrestre et qui est 2 fois supérieure à celle de Mars. Et donc si le spectateur est attentif et très geek, il peut à la 2e ou peut-être à la 3e vision se rendre compte que les désorines portent des exosquelettes qui sont assez discrets, mais effectivement elles ont une sorte de combinaison rigide. Et c'est ce genre de détails dont on a effectivement truffé le film. Mais on s'en rend même plus compte. Ouais. Mais après, il y a des choses aussi. Alors, mon père m'a dit tu t'es trompé. On s'est trompé sur des trucs. Non, mais en fait, bien sûr que je me suis pas trompé, évidemment. C'est des choix après qui sont faits de crédibilité pour les spectateurs contemporains. C'est-à-dire que, par exemple, c'est effectivement sur Mars, la gravité est inférieure à celle de la Terre. Donc, les personnages devraient avoir des mouvements qui sont moins réalistes que ça dans le film. Enfin, en tout cas, réalistes pour nous. C'est-à-dire que là, ils marchent comme on marcherait sur Terre. Et ils devraient avoir un peu plus de souplesse. Ils devraient s'envoler un peu, sauter un peu plus haut, etc. Les retards d'animation dans les cheveux quand on tourne la tête ou quoi devraient être un peu plus flottants, etc. Un peu plus sous-marins, entre guillemets. Et même les corps des personnages devraient être un peu plus allongés, certainement. Mais tout ça, je ne l'ai pas fait parce que, pour tout ce qui est animation plus lente, etc., ça veut dire plus de dessins. Donc, on n'avait pas un budget non plus extensible. Donc, voilà, c'est un peu une contrainte économique. Et deuxièmement, pour les personnages allongés,
Eh ben, je me suis dit, comme c'est un dessin animé, on va pas le comprendre. On va croire que c'est un style de dessin, un style graphique, à la manière de Albator ou quoi, avec ses personnages très allongés et très fins. Et donc, j'ai préféré choisir de rester sur une représentation réaliste terrienne pour les humains, vivant sur Mars, pour ces raisons-là, pour la crédibilité, l'impression de réel, qui me semblait plus juste dans ce sens-là que si on suivait réellement la science. Oui, c'est le jeu parce que, il faut jamais perdre de vue que c'est une fiction et que, voilà ce qu'on raconte, on n'a pas pris, une machine pour aller dans 200 ans et on n'a pas fait un film live, et donc en fait, il y a plein il y a plein d'astuces, où on tord la réalité et on n'a pas le choix. C'est des astuces qui nous permettent de raconter une histoire et encore une fois, c'est le pacte avec le spectateur, hein. En tout cas, sur le réalisme et sur les attentions aux détails, vous avez aussi pensé à cet autre détail. La tête de Carlos est un hologramme, donc il ne voit pas à travers ses yeux. Comment voit-il alors? Question que Ça vous êtes. Oui, oui, alors on s'est posé la question, si sa tête est un hologramme, ça veut dire qu'il voit pas à travers ses yeux puisque ses yeux, c'est juste une image et du coup, on a eu cette idée, qu'il a une caméra au niveau du col et Jérémy, il a rajouté par-dessus une idée graphique que j'aime bien. Ah oui, oui, le côté. Col de Pasteur. Oui, c'est ça, voilà, oui, c'est ça. Il a un coup qui rappelle en négatif l'école de curé, quoi, avec Exactement. le carré blanc et le col noir. Mais lui, c'est le contraire, c'est un carré noir sur un col blanc. Mais ça, c'est les petites astuces graphiques qui sont distillées sur les robots, qui ont plus de foi ils ont une part plus religieuse en eux que les humains qui sont très laïcs, civils, athées, Exactement, ouais. avec aucun espoir particulier dans le. Et encore une fois, le spectateur qui, on l'espère bien, ira voir 3 fois Mars Express, à la 3e fois, il pourra remarquer que le col de Carlos se déplace exactement en même temps que ses yeux, parce qu'en fait, il regarde à travers cette petite encoche dans son col. Pour suivre la science de façon la plus juste possible et rendre tout ça le plus crédible, vous avez donc aussi rencontré de nombreux spécialistes, et notamment 2 planétologues, Sylvain Boulet et François Costa. Quelles étaient vos questions sur Mars? Alors déjà, je remercierai France Culture parce que il me semble que c'était une émission de Continent Science où Sylvain Boulet était invité parce que non seulement il est planétologue, un spécialiste mondial de la planète Mars, mais comme hobby, il a les météores. Donc il était invité à une émission sur les météores, il me semble, par Stéphane Delis-Georges. Et du coup, j'ai retenu, nous, on commençait à réfléchir à une émission et à un film sur Mars. Du coup, j'ai retenu son nom et on l'a contacté. Et c'était super marrant. Quelles questions vous vous posiez justement sur Mars, Jérémy Perrin? Bah, en fait, la toute première question qui nous intéressait, c'était de savoir où va se passer notre film, en fait. Et donc, où on installe notre ville principale, qui s'appelle pas encore Noctis au moment où on va lui poser cette question, puisque ça s'appelle Noctis pour la simple raison que la ville, avec son aide et sa réponse, on l'a située à Noctis Labyrinthus. En vérité, pour revenir un peu en arrière, il avait jamais réfléchi à cette question, parce que pour lui, ça semblait une aberration de vouloir habiter sur Mars, en réalité. Il a raison. Voilà. Mais bon, bref, on l'a convaincu, lui et son collègue, que c'était aussi notre intention. C'est aussi un peu ce qu'on voulait dire à travers ce film. C'est que c'était pas le moment d'aller habiter sur Mars, quoi. Il y avait d'autres choses à régler d'abord. Et bref, donc ils ont sorti tout un planisphère 3D qui est déjà absolument cartographié du pôle Nord au pôle Sud, déjà nommé et tout. Et oui, ils se sont arrêtés sur cette région de Mars qui s'appelle Noctis Labyrinthus, donc, et qui s'appelle comme ça parce que c'est tout un réseau de falaises, etc., et de canyons, en fait, et de cratères. Donc, comme ça, avec beaucoup de murs naturels dans la roche. Parce que ce sont d'anciens fleuves de lave qui se sont effondrés et qui ont généré cette relief. région-là. Voilà, ce relief-là. Et donc nous, on a raccourci, on est passé de Noctis Labyrinthus à Noctis tout court. Voilà, contrairement à ce que beaucoup de jeunes spectateurs pensent, c'est pas du tout un hommage à Noctis de Final Fantasy XV. Voilà. Il y a aussi Noctis du jeu Terraforming Mars que j'ai Ah pu oui, tomber. d'accord. Ouais. Et en plus, j'y joue beaucoup à ce jeu. Ouais. Et bref, en tout cas, l'intérêt de cet endroit-là, c'est pas juste qu'ils nous l'ont pris au pif pour le nom ou quoi, c'est que, donc, comme je disais, c'est un réseau de canyons et que les humains au départ devraient, comme le disait aussi Laurent, se
se protéger des radiations. C'est pas du tout une planète qui est habitable de base, évidemment, on le sait, pour les humains. Et donc, pour se protéger des radiations, il faut vivre troglodyte au départ, c'est-à-dire à flanc de falaise, dans des grottes, à l'ancienne, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, le temps que le dôme se construise, et là encore une fois, c'est l'intérêt de cet endroit, c'est qu'il n'y a qu'un plafond à placer sur ces murs déjà présents naturellement, plutôt que toute une infrastructure extrêmement complexe avec, voilà, où il aurait fallu faire en plus des murs, un plafond et tout. Donc, en fait, tirant le fil de ces histoires-là, on s'est dit donc, comme le disait Laurent plus tôt, que c'est les robots certainement qui fabriquent le dôme pendant que les humains, eux, vivent en souterrain. Et à mesure que le plafond se construit, la ville s'étend, s'éloigne des falaises. On a tiré le fil aussi de ça avec Michael Robert, le DA du film, pour se dire que plus on est éloigné des falaises, plus on arrive dans des régions ou des zones, des quartiers riches, quoi. Et que plus on est pauvre, plus on est à flanc de falaise, etc. Et ça nous a aussi permis de réfléchir l'urbanisme général de la ville, ce genre de choses. Bien, Michael Robert, ça tombe bien, le directeur artistique du film, on va l'entendre dans un making-of, un journal de bord, Mars Express, les secrets de fabrication du film. C'est en cours de fabrication et quelques épisodes sont disponibles sur YouTube. Je vous en propose un extrait. Oui, allô? La personne que vous attendez est arrivée. Très bien, faites-la monter, merci. Sinon, pour demain matin, vous n'avez pas précisé si vous envisagiez de prendre un petit déjeuner? Non, ça ira, merci. Le petit déjeuner est compris avec la chambre. Oui, c'est gentil, mais je suis un robot. Donc effectivement, je pense que ça marche pas parce que la conversation qu'on imagine qui a lieu avant, en fait, elle est hyper bancale. En fait, c'est quoi? Elle se présente. Oui, je pense qu'elle les influence pas du tout. Elle doit pas leur dire qu'on se connaît pas ou on s'est jamais vu, mais c'est genre. Je vais me faire un petit thé. On se pose quand même la question des objets usuels et pas d'être juste dans un délire esthétique gratuit. Sur Mars, on voulait pas d'une ville à la Blade Runner en fait, qui soit gigantesque, tout en verticalité. Donc bon, là, on est plus allé sur un truc. Il fait mieux vivre, on va être sur Mars que sur Terre. Je pense qu'on a une ambiance un peu ensoleillée, puis une sorte de Los Angeles, Miami. C'est vous le brouillage? Ouais, j'ai pas envie que la Terre entière soit au courant de ce qu'on va faire. Voilà, on entendait la voix de Michael Robert, directeur artistique, donc, qui disait « On ne veut pas d'une ville à la Blade Runner ». Ça m'offre une superbe transition pour vous interroger sur quelles ont été justement les références et vos influences sur ce film. Pour commencer avec vous, Laurent Sarfati. En fait, nos références, c'était beaucoup plus du côté des films noirs, parce que, comme Jérémy et moi, on a vu, je crois, à peu près tout ce qui s'est fait en SF, tout ça se mélange un peu dans un gros sac dans notre tête, et puis c'est la SF. Et c'est un monde qu'on partage et qu'on s'est raconté. Mais les références, elles sont plutôt du côté du film noir, avec... je dirais Chinatown en premier, qui nous a beaucoup marqué. Et puis voilà, on n'a pas arrêté de regarder tout ce qui s'est fait en fait. Jérémy Perrin ? Oui, c'est ça. Et puis, pour ce qui est de la science-fiction et des références, en fait, on s'est tellement, comme le disait Laurent, fondé sur un corpus vraiment classique au final. C'est vrai qu'il y a des idées qui reviennent et qui ont l'air empruntées à d'anciennes œuvres, mais c'est vrai que c'était pas vraiment une question qu'on se posait. C'est-à-dire que on essaie d'utiliser des concepts d'anciens films de SF ou de bouquins, surtout pour accélérer la compréhension de ce qu'on voulait raconter dans notre histoire. Parce que voilà, comme vous l'avez dit, c'est un film d'1h25, on n'a pas beaucoup le temps. Donc, c'est un peu comme ce qu'on disait sur les lois d'Asimov. C'est-à-dire qu'on les évoque vite fait, hop, on pense à Asimov évidemment, mais c'est une manière de dire « Ah oui, je comprends les règles de ce monde » très rapidement. Et c'est un peu la même chose avec le reste. Et ce qu'on entend dire aussi, Michael, sur le côté on voulait pas Blade Runner, ça venait aussi simplement du fait que, comme je le disais tout à l'heure, on a un plafond de verre dans cette ville, c'est-à-dire qu'il y a un faux ciel qui est posé sur Noctis, si bien que, en toute logique, on peut pas avoir des immeubles géants comme dans Blade Runner. Sinon, on touche le plafond, on le claque et tout le monde s'envole comme dans Total Recall et explose. Bref, surtout que c'est des télés en plus, le plafond. Ouais. Mais donc voilà, tout ça pour dire que même en fait, une des
intentions quand même. Il y a des petits jeux quand même malgré tout. J'aime bien dialoguer avec les films qui nous ont précédés. Ça, c'est un vrai truc. C'est mon amour de Palma qui me fait faire ça, certainement. Mais par exemple, le début, quand on est sur Terre, il y a un côté Blade Runner. Et ça, c'était un peu fait exprès. Bien que c'était dans une météo qui n'est pas celle qu'on voit très souvent dans le film de Ridley Scott, à savoir un coucher de soleil. Bref, mais ça ressemble à Blade Runner. C'est ces immeubles empilés les uns sur les autres et tout. Mais justement, ça, c'est un peu c'est une fausse promesse parce que très vite, on quitte la Terre et donc on quitte ce paysage urbain-là pour arriver sur quelque chose de... Alors, si on veut vraiment rester sur discuter de référence, on peut dire que c'est peut-être plus proche de Demolition Man, à la limite, le film avec Stallone, qui lui aussi joue sur un côté anti-utopie, avec un futur qui a l'air très très bien, mais en fait qui est complètement sclérosé derrière des politesses et une sorte de politiquement correct assez rigolo. Et voilà. Et donc, il y a un petit truc un peu comme ça dans Mars Express, par exemple. J'ai lu que le prénom du personnage principal, Aline, a été inspiré par Alien, c'est vrai ça? Alors, c'est Jérémy qui me l'a rappelé. Oui, alors voilà, Laurent, il s'en souvient pas, mais moi, c'est un J'ai pas truc de qui mémoire. voilà, moi, c'est un truc qui m'a plu parce qu'on a, en fait, je pense, sorti plein de prénoms, Ouais. comme on fait souvent. C'est un des trucs, c'est une des grosses galères quand on écrit un scénario, c'est de trouver des prénoms et des noms qui vont ensemble et qui participe d'un charisme pour les personnages. Et c'est vrai que Aline, ça m'a plu parce que j'étais là genre, attends, mais c'est un anagramme de Alien, et comme notre personnage, on savait qu'elle était assez peu loquace, qu'elle a peu d'amis finalement humains, etc. Il y avait un côté justement un petit peu... comment Ouais, dire, on voulait qu'elle soit un peu froide, un peu étrangère. oui, elle est un peu étrangère à cette société aussi. Elle a pas vraiment sa place. Elle croit l'avoir, mais en fait, elle l'a pas. Et donc, ça me semblait bien de faire d'elle l'alien. En plus, bon, c'est une martienne, tout ça, donc c'était marrant. Et voilà, ouais. J'ai aussi lu dans une interview que vous faisiez, je vous cite, en fait, il y avait vraiment un film qui nous inspirait, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ouais. Je trouvais ça assez inattendu. Mais oui, oui. Et parmi les autres références, parce que là on parle de références cinématographiques, mais il y a aussi vous, Laurent Sarfati, vous avez quand même commencé votre carrière dans le jeu de rôle, puis dans le jeu vidéo. Et il y a un clin d'œil également à Roberta Williams dans le film, qui est donc une des hackeuses de la planète Mars, mais qui est aussi connue pour être à l'origine du jeu vidéo Mystery House. Enfin, il y a aussi plein de références aux jeux vidéo dans Mars Express. Oui, alors et Jérémy et moi, on est des dingues de jeux vidéo. Effectivement, j'ai été testeur de jeux vidéo au magazine Joystick pendant 10 ans. Coucou les vieux copains si vous écoutez. C'était 10 années extraordinaires. J'étais Monsieur Pomme de Terre. Et effectivement, comme Jérémy le disait tout à l'heure, c'est une galère de trouver des noms personnages. Et donc, on s'est donné comme contrainte et puis comme jeu, un peu comme l'Oulipo, quoi, d'utiliser des noms de game designers ou de grandes personnalités du jeu vidéo féminines. Et il y a quand même Eric Chahi aussi. Oui, c'est ça. Après, au départ, on a été chercher dans les créateurs et créatrices de jeux vidéo au sens large. Il y en a pas Et 1000, puis, ouais. en fait, pour encore resserrer le choix et aller plus vite encore, on s'est concentré sur les femmes du jeu vidéo, les femmes célèbres. Enfin, célèbres, elles sont pas toujours si célèbres que ça, hein. Chez les geeks. Mais surtout de l'ancienne génération, en fait, aussi pour les remettre un peu en avant. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des références à Rieko Kodama, à Muriel Tramis, Roberta Williams, Jen Jensen. C'est plein de figures comme ça du jeu vidéo, d'aventure pour beaucoup. Mais oui, c'était une manière aussi de trouver des noms rapidement et de rendre hommage. On arrive à la fin de cette émission, mais Déjà. alors, très rapidement, ce sera vraiment le mot de conclusion. Et pour finir d'inscrire votre film dans cette histoire du cinéma, le film était au Festival de Cannes 2023, hors compétition, mais en sélection officielle. Un film d'animation français de science-fiction à Cannes, ça n'était pas arrivé depuis La Planète Sauvage de René Laloux en 1973. Vous comprenez une telle réception, un tel succès? Je pense vraiment qu'on a eu du bol de tomber en plein dans l'actualité des intelligences artificielles. Et sinon, ça m'étonnerait qu'on ait été sélectionné à Cannes autrement. On était dans le narratif, quoi. Ouais, je pense qu'il y a ça. Après, je suis pas tout à fait sûr qu'on soit les derniers depuis La Planète Sauvage, hein. Il me semble que, en tout cas, en compétition, enfin, en sélection officielle, nous, on était hors compétition, mais il y avait eu, pour les Français, Persepolis, c'était... C'est pas de la SF. Ah, c'est pas de la SF, ouais. Ah oui, SF, pardon. Bon, je n'écoute plus, moi. Je suis déjà en train de penser à comment je vais rentrer chez moi, là. Mais ils ont- Quelle ligne de métro. Ils ont loupé les maîtres du temps, c'est un scandale. Je savais pas ça. Ouais.
Les Maîtres du Temps. Ah, Les Maîtres Oui. du Temps, c'est comment il s'appelle? René Laloux, c'est le même exactement, réalisateur que Les Les Planètes Sauvages. Sauvages. Et c'est un chef-d'œuvre. Oui, oui, oui. Après, oui, là, on était français, SF, anime, c'est ça? Ouais. Exactement. D'accord, ok. Parce que sinon, il y avait Innocence, qui était aussi un film de SF, d'anime, qui était en sélection René. officielle. Hein Renaissance, non? Non, Innocence, Innocence. Ghost in the Shell 2. Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup Jérémy Perrin, merci Laurent Merci. Sarfati d'avoir été avec nous. On continue notre envol pour les sciences, mais on change de capitaine de bord. C'est la chronique avec science avec Alexandra Delbo.